Cette séance est organisée avec l'Association des Amis de Benjamin Péret, fondée en 1963 pour défendre la mémoire du poète, diffuser ses idées et aider à la publication de son œuvre inédite. Oui, enfin bon, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. En fait, c'était pour revenir sur les entités spirituelles. Je voulais simplement dire que donc au cimetière du Père-Lachaise, 75 000 tombes, la tombe de Yann Kardec, donc ce grand mystique, est fleurie, c'est la tombe la plus fleurie de toutes les 75 000 tombes qu'il y a au Père-Lachaise. Et donc, comme l'invisible, on va dire que le monde de l'invisible n'est pas divisible. Donc, il y a en permanence des personnes qui viennent du Brésil, beaucoup de monde viennent du Brésil, et il y a encore aujourd'hui des rituels très particuliers, mais très intéressants. Alors, je vous recommande, si vous passez au Père-Lachaise, d'aller sur la tombe de Yann Kardec. Qui veut parler? Non, mademoiselle. Oui, qui a travaillé justement, Voilà. qui est brésilienne, qui va te présenter, qui a travaillé justement sur Benjamin Péret. Oui, exactement. Je travaillais sur la partie de Benjamin Péret où il s'intéressait à des objets magiques qu'il a trouvés au Brésil, notamment des ex-voto. Mais c'est juste pour clarifier quelque chose, si vous allez au Père-Lachaise, la plupart des gens qui sont là, ce sont des Brésiliens. Il y a peu de Français qui connaissent Allan Kardec, notamment quand je suis arrivée, je me suis dit, je vais trouver plein de terreiros, plein d'espaces de l'espiritisme, mais non, pas du tout. Et je voulais aussi clarifier d'autres choses. Le terme Macumba, qui bien sûr, il était largement employé à l'époque de Péret, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une religion africaine, c'est en fait un terme presque péjoratif pour rassembler toutes ces croyances et toutes ces pratiques. C'est en réalité, Macumba, c'est un instrument musical africain. Et des religions plus connues aujourd'hui, ce sont le Kibanda, Umbanda et Candomblé. Merci. C'est un tambour. Un tambour. Un tambour? L'instrument. Ah non, c'est pas un tambour, il fait quelque chose comme ça, c'est fait en bois. je peux juste faire part d'une réflexion. Une réflexion, ça me rappelle beaucoup le voyage dont on a Artaud au Mexique, chez Tarahumara, vous savez. Il y a quelque chose de similaire dans cette... non? Pas trop. Bon, j'en ai fait de ma terre. Vous connaissez un peu le voyage de Tarahumara Je ne sais pas si je peux me... Je pense pas que ce soit du mémoire. Je pense qu'effectivement, Artaud était plus dans une quête spirituelle aussi. Ce qui n'est pas le... Je pense que Péret, il est plus effectivement déjà habité par... voilà, c'est ça. Un point de vue, mais peut-être dans l'écriture, il y a une certaine quand même... C'était au Mexique, non? Oui, c'est au Mexique, oui. Tout à fait. En fait, il est intéressé par l'expérience du peyote, c'est-à-dire par les drogues hallucinatoires, et ce qui n'a jamais intéressé Péret. C'est juste une question, une réaction à votre phrase, à votre élément conclusif. C'est quand même, ces poètes ne sont pas si innocents que ça, et les mots ne sont pas comme ça aussi légers, puisque je ne connais pas spécialement très empiré, mais ensuite il est allé faire la guerre d'Espagne. Donc ce monsieur avait des convictions bien accrochées aux tripes et pouvait aller. Donc cette philosophie qui paraît légère, c'est danger les choses. Voilà. C'est ironique. Madame? Par hasard, hier, je suis allée à la BPI du Centre Pompidou, vous savez, la bibliothèque, et ils ont projeté
différents documentaires. Et j'ai eu la chance de découvrir un documentaire qui doit se situer à peu près à la même époque sur les rites à Haïti, fait par Maya de Rennes. Une splendeur. Alors là, vraiment, ça. Et je pense qu'il y a des analogies, je ne sais pas, enfin, il doit y avoir des choses à. Mais le film est vraiment très très beau. Oui, il y a des analogies. On voit le rituel, on voit le rituel. Oui, les cultes, en fait, le vaudou en Haïti, c'est un peu, comme les cultes afro-brésiliens ou afro d'origine africaine se sont implantés dans le territoire de Haïti, justement en contact avec les populations autochtones et puis les Français, à l'époque, les colonisateurs, etc. Donc ça se passe de manière différente en fonction du contexte où cela se passe. Naturellement, à Cuba, par exemple, l'expérience des cultes d'origine africaine prennent, mais en même temps, il y a un certain dénominateur commun. Il y a toujours la transe de possession, il y a toujours les cantiques, il y a toujours les entités incorporées. Donc il y a bien des ressemblances, mais il y a naturellement des expressions locales ou régionales. Parce qu'au Brésil, justement, la macumba, par exemple, parfois le terme désigne la magie noire, tout simplement. Mais à Rio, à un moment, il a représenté les religions d'origine africaine. Mais aussi, surtout, l'ascendant était plutôt bantou, ou à un moment. Et donc, il y a toute l'interférence parce que c'est aussi l'origine. Et ce que Perret, justement, analyse, il essaye de comprendre, c'est justement les esclaves sont venus, ils ne sont pas que venus de la côte du golfe de Guinée, du Bénin, du Nigeria, etc., avec un panthéon plus ou moins, le panthéon Yoruba-Nago, disons le plus structuré. Ils sont venus de toutes les autres régions d'Afrique, naturellement, et même ceux qui viennent de la région aussi en contact avec l'islam. Donc, les Noirs, il y a aussi des Noirs musulmans. Et ce sont eux qui, justement, mènent les grandes révoltes au XIXe siècle, à Bahia notamment. Et Perret, justement, est très admiratif, justement, de ces Noirs musulmans qui sont très combatifs. Donc, donc, les pratiques, elles varient en fonction du territoire national, en fonction du contexte, et aussi en fonction du moment historique, parce que c'est au long de toute l'histoire de la colonisation du Brésil, les Noirs sont arrivés dès le XVIe siècle. Donc même si c'est au XVIIe que la traite prend des proportions plus importantes, mais donc jusqu'en 1850, il y a encore des esclaves qui arrivent, malgré l'interdiction du trafic. Et donc, c'est dire que, en fonction, et puis c'est les esclaves aussi, s'ils sont dans les plantations, s'ils sont des esclaves urbains, donc la représentation et les manifestations, l'expression religieuse, elle diffère aussi donc en fonction des contextes d'expression. Mais naturellement, il y a des dénominateurs communs, il y a beaucoup de choses en commun, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, la musique, la transe de possession, les entités, les sacrifices, la croyance à la magie, voilà. Je voudrais rajouter par rapport à Artaud, tout à l'heure, c'est pas seulement l'expérience du peyote et des hallucinations que provoque ce champignon, mais dans la démarche et le mode de pensée de Benjamin Perret, lorsqu'il va au Brésil, il ne renonce pas à l'analyse, c'est-à-dire il fait appel à Freud, il fait appel à Marx, mais en même temps, il est un observateur extrêmement attentif parce qu'il a d'abord et avant tout un œil poétique sur ce qu'il voit. Et les textes que vous avez lus, que ce soit la capoeira ou alors la jungle telle qu'il la ressent, tout ça montre que c'est d'abord un poète. Bien évidemment, un poète avec son héritage de la rationalité occidentale, auquel il ne renonce pas tout à fait, mais la démarche surréaliste, c'est justement de concilier et d'aboutir à un état supérieur de compréhension totale qui est la surréalité. Je dirais ça par rapport à Artaud, voilà, qui n'est pas du tout la démarche de Artaud.
Florence, qui fait partie de l'association des amis de Benjamin Perret. Oui, et de médecine aussi. Et de médecine et de l'après, bien sûr. Alors c'était juste une remarque, ça m'a frappé en lisant, en le réécoutant aussi, le texte que tu as dit sur l'entrée dans la forêt. C'est des éléments qu'on trouve beaucoup dans sa poésie par ailleurs. Enfin, cette végétation matricielle, je ne sais pas comment dire, enfin quelque chose qui enveloppe comme ça, elle est partout, enfin souvent elle ressurgit dans sa poésie ailleurs. Voilà, c'était juste une remarque par rapport à son œil poétique. Ouais, c'est très juste. Oui, c'est vrai. Merci Florence. Florence qui nous a d'ailleurs aidés avec, pour cette belle séance. Et Maurice aussi, qui est donc, oui, Maurice. de l'après et de l'association des amis de Benjamin Perret. Jérôme, vous avez bien parlé de Perret, mais enfin, finalement, les mythes, l'Amérique du Sud, elle est très présente dans son œuvre quand on pense à son anthologie des mythes, à, je ne sais plus, l'autre livre, le livre de Schilam Palam, ces livres qui complètent cette recherche du mythe premier, primitif, qui l'assimile finalement à la naissance de la poésie. Pour lui, c'est le mythe et la poésie sont identiques, enfin proviennent de cette même source, et avec la lecture du premier poème qui, lui, est un poème anticlérical, qui rejette la religion et finalement tous ses commandements. Lui, c'est le mythe pur, finalement. Donc moi, ma question, donc, il est vraiment imprégné, et il parle donc le brésilien, c'est ça? Il parle l'espagnol, j'imagine qu'il y a aussi sans doute un peu des dialectes. Il écrit donc en portugais, c'est ça? Non, c'est traduit. Est-ce qu'il écrit vraiment bien, ou est-ce qu'on a encore conservé ces textes en français? Enfin, alors, bon, je n'ai pas abordé cet aspect, mais bon, les textes ont été publiés en portugais, donc il ne les a pas écrits en portugais, puisque c'est en 1930 donc qu'il écrit ces textes, qu'il assiste, mais il maîtrise quand même assez bien la langue. Donc, mais les textes ont été traduits, il y a un doute, si c'est par Lívio Xavier, son ami, si c'est par sa belle-sœur Mary Houston, la sœur d'Elsie Houston. Donc on ne sait pas très bien, il y a deux versions. En tout cas, on n'a pas découvert les textes originaux de Benjamin Perret. Mais on sent donc que c'est dans un journal de São Paulo, et les textes n'étant... On ne sait pas si... Perret n'était pas c'était pas un archiviste, et puis toute sa vie a été une vie d'aventure, il a dû abandonner, il a beaucoup déménagé, donc même au Brésil, il a été à Rio dans la belle famille, puis il a été à São Paulo, puis il est revenu à Rio, puis il a été arrêté. Donc on ne sait pas la part des textes qui ont été gardés parce qu'on ne les a pas trouvés au Brésil, et ceux qui ont été détruits, et ceux qui se trouveraient éventuellement encore dans les archives brésiliennes. On n'a pas trouvé, les chercheurs brésiliens n'ont pas trouvé d'autres textes, en tout cas pour l'instant. Donc, peut-être bien, qui sait, oui. On trouvera, parce que... Les jeunes chercheurs brésiliens, aujourd'hui, s'intéressent à Perret. Donc, ces textes ont eu une première rétroversion, si on peut dire. Dans les œuvres complètes, il y a une première traduction, mais cette traduction, c'était en 1992, je crois, oui, le tome 6, elle est un peu datée, et en fait, il y a des choses qui avaient sauté, je crois que c'était aussi la qualité des photocopies que la traductrice avait eues, donc, qui faisait défaut, donc il y a des choses qui ont sauté, et donc nous avons actualisé cette traduction, donc j'ai fait une retraduction de ces textes. Donc, c'est les seuls textes, ceux-là, on ne connaît pas les originaux, donc en français. Les autres, on a les originaux, donc on connaît le texte original français. Enfin, à part celui de la révolte d'Achiba, de la révolte du Fouet, naturellement, c'est des textes disparus, ceux qu'on a trouvés, ces 4 pages qui ont été trouvées dans les archives brésiliennes. Donc, et ces 4 pages sont en portugais à l'époque, donc... avec ses collègues, il écrivait déjà en portugais. Moi, je peux dire que des correspondances que j'ai lues de Benjamin Perret
Dans les années 30, il écrivait encore en portugais à ses amis brésiliens. Dans les années 50, de moins en moins, et c'était un portugais très contaminé avec l'espagnol, puisque depuis les années 36, il était avec Remedios Varo, sa compagne espagnole, catalane, avec qui il est parti au Mexique. Donc son portugais est devenu très contaminé. Mais en 36 encore, pendant la guerre d'Espagne, je crois qu'il faisait des émissions, en tout cas il dit, je n'ai pas eu l'occasion de mener ces recherches-là, il dit quelque part qu'il a fait des émissions en portugais sur l'évolution du mouvement révolutionnaire en Espagne. Donc, je ne sais pas. À la radio du pauvre. C'était ça. Donc, voilà, donc je n'ai pas eu. Mais il le dit. Oui, il le dit. Oui. Il dit qu'il a fait des émissions en portugais. Mais donc, au fur et à mesure qu'il écrivait, la correspondance avec ses amis brésiliens, elle n'est pas très longue. Donc, et à partir d'un certain moment, il écrivait plutôt en français. Dans les années 50, c'est plutôt en français qu'il écrivait, et plus en portugais. Et pour rebondir, lui-même était traducteur. Et les mythes, tout ça, il a traduit. Il a traduit. Mais c'est plus facile de parce traduire. Que là, c'est pas pareil, non, je veux dire, les textes que Charles a lus, on reconnaît franchement, on reconnaît Perret. C'est incroyable. Et je voulais signaler la présence de Myrtha, et qui fait des représentations, notamment d'un mythe ou deux, hein, en musique, et dont le texte est de Perret, c'est formidable. Je vais peut-être lui laisser la parole pour en parler, Myrtha, parce que c'est comment on met Perret en musique, et lequel Perret n'était d'ailleurs pas qui était connu comme pas aimant la musique, quoi, alors que finalement on se rend compte qu'il aime beaucoup la musique, non? Ça dépend de quelle musique. Bah oui, mais justement. On dit, c'est ce que j'ai compris, c'est que j'ai lu quelque part que Benjamin Perret n'aimait pas beaucoup la musique. Mais ce que c'est paradoxal, c'est que sa première femme, avec elle a fait des énormes recherches, et puis on a, disons, grâce à ses rapports à une musicienne, il faut le dire, que lui, il a fait les voyages et les recherches. Si je me permets une toute petite précision, il n'aimait pas la musique instrumentale, mais il aimait le chant. Ah oui. Voilà. Mais je pense que si. Difficile de ne pas aimer le chant. Mais je me permets de dire que s'il aurait entendu ce que nous on fait avec Pablo, avec la percussion, il n'a pas. Bon, il a ses paroles. Si, les instruments, il vient. Il y avait la percussion. Agir avec la percussion. Ça lui aurait parfaitement convenu. Je pense qu'il aurait aimé. Il n'aimait pas les violons. Nous, on ne joue pas de violon, mais Pablo joue de berimbau, par contre. Ah, voilà, ça, il aurait apprécié. Il aurait apprécié. Est-ce qu'il aurait Il y a deux, oui. Monsieur. Simple question. Est-ce qu'ils se sont fréquentés, Hector Villalobos et Benjamin Perret? Est-ce qu'il a fréquenté Hector? Oui, mais pas plus longtemps que ça, parce qu'entre-temps, quand il est parti au Brésil, Villalobos est resté en France. Quand il est revenu, donc Villalobos avait plutôt une position plus ou moins officielle quelque part, donc, et Perret était un peu marginal par rapport à toute l'institution. Oui, ça pose le problème des rapports entre Elsie Houston et Benjamin, où elle a joué, je pense, un rôle important de passeur. Et le fait, sa conception de l'amour fait que forcément, déjà dans la publication qui avait précédé leur départ au Brésil, dans la préface de la publication des chants, il y a une référence au fait qu'ils allaient chercher et collecter sur le terrain, dans un autre volume qui n'a jamais été fait, des chants, disons, amérindiens, pour employer des termes. Et puis, peut-être que ça, c'est à creuser, comment Elsie a été vraiment, dans cette expérience du rapport au Brésil, un vecteur politique très important, quoi. Je me rappelle aussi que le MoMA, à un moment donné, avant sa mort par suicide aux États-Unis, a invité Elsie Houston, qui a fait une performance de chant et de danse, dont le descriptif et les photos qui restent, parce qu'il y a des photos qui restent, évoquent énormément les textes qui ont été lus. Donc je pense qu'il y a une vraie continuité,
et que dans le rapport de Benjamin au Brésil, il faudrait creuser le rôle et tout ce que veut dire pour un surréaliste d'aimer une femme comme Elsie, qui maintenant est beaucoup plus documenté. Hein. C'est beaucoup plus documenté, surtout par les États-Unis, peu en France, serait une piste intéressante. Oui, oui, tout à fait. Naturellement, c'est la rencontre avec Elsie Houston qui lui a permis de partir au Brésil. Donc, Elsie Houston est une cantatrice de culture métisse aussi. Donc, quand elle travaillait en Europe, elle chantait des pièces du répertoire justement du candomblé et de la macumba. Elle met en scène justement les cantos de Shango et d'autres chants des entités mythologiques des orishas. Donc c'est quelqu'un qui plonge dedans et naturellement Benjamin Perret est sensible puisqu'il est dans une relation affective amoureuse. Et donc il est sensible, il est perméable à tous les souffles du monde et du monde afro-brésilien, puisque Rio de Janeiro est une ville qui respire quand même la culture d'origine africaine, puisque c'est à Rio qu'ils arrivent. Pas São Paulo. São Paulo, c'est à Rio. Et donc, entre-temps, Elsie Houston avait mené des recherches qui avaient donné ce livre, Les chants populaires du Brésil. Je crois que c'est... On avait vu... Oui, c'est ça. Donc, au début, j'avais mis... Oui, tu l'as mis sur une... Oui, voilà, j'avais... Enfin, sur voilà, les chants... voilà, et ici, il y a des chants... Ça a été publié en 1930, c'est-à-dire les recherches avaient été menées avant qu'elle ne reparte au Brésil. Et donc, il y a déjà des chants de macumba là-dedans, dans ce livre. Il y en a 2 en tout cas. Et puis, elle continue à mener ses recherches. Et dans le projet global du couple, il y avait des recherches musicologiques sur les cultes d'origine africaine, mais aussi sur les peuples indigènes, sur les cultures indiennes du Brésil. Et là, naturellement, ils n'ont pas pu voyager, ils n'ont pas fait. Donc. Mais Elsie a continué, et justement, elle était en contact avec notamment Mário de Andrade, qui était un grand ethnomusicologue, l'écrivain brésilien, l'auteur de Macunaíma, et qui était un grand connaisseur justement de la culture noire. Et Elsie était en contact avec lui, donc avec tous ces gens liés à la musique, et à la musique ethnographique notamment, ou à la musique ethnologique. Par exemple, lorsqu'ils vont dans les terrets, ils vont toujours accompagnés de musiciens. Donc, parce qu'Elsie Houston, justement, du fait qu'elle a enregistré des disques, elle avait des musiciens locaux, enfin de Rio, de São Paulo, mais notamment de Rio. Et c'est ces musiciens-là qui étaient justement, qui connaissaient toute cette musique, tout ce monde, cet univers mythologique, musical et autres, qui accompagnaient donc le couple, et souvent, Elsie accompagnait son mari dans les visites au terrain lorsqu'ils assistaient au culte. Donc, c'est toujours en compagnie de musiciens, et notamment donc liés à la culture afro-brésilienne, ça c'est clair. Et donc, elle a joué un rôle très important. Le couple se sépare en 1934, mais depuis 1932-1933, ils sont plus ou moins séparés. Donc, les trajectoires vont se séparer. Elle va vivre en France, mais puis aux États-Unis, puisqu'elle est d'origine aussi américaine, son père étant américain. Et c'est là qu'elle se suicide en 1943. Et elle dit qu'à un moment, elle doit baisser le niveau de ses prestations, puisque le public demande des choses plus simples et pas sophistiquée, comme elle avait quand même c'était quand même une érudite, quoi, Elsie Houston. Donc elle dit qu'elle devait un peu baisser le niveau de ses prestations pour cause d'acceptation du public, voilà. Que Perret n'était pas allé directement vers l'horizon indien de la culture, mais qu'il a retrouvé finalement un Brésil moderne, un Brésil politique, un Brésil néo-africain, etc. Je me demandais, est-ce que ce n'était pas un peu un acte manqué réussi? Est-ce que ce n'était pas quelque chose qui nous ferait plus réfléchir à la façon de retrouver un horizon indien de la culture, mais à l'intérieur même de la culture ou de la modernité ou de l'histoire politique ou de l'histoire de la chanson?
Ou est-ce que c'est simplement qu'il a été, finalement, il était incapable d'aller au-delà de sa propre culture politique et surréaliste, artistique, etc., et de casser vraiment les amarges pour aller plus loin. Voilà. Je crois que, comme on a dit, aucune personne, enfin presque personne n'arrive à se départir de sa propre culture d'origine. Je dirais qu'on fait des pas. Et je crois que Perret a été de ceux qui a été quand même peut-être le plus loin du point de vue des surréalistes, en tout cas des surréalistes français. En tout cas, pourquoi il n'est pas allé du côté de l'indigène, enfin des peuples indiens? Mais en fait, au départ, c'était son souhait. Mais simplement, les projets, ça impliquait quand même beaucoup de moyens financiers. Et donc, ça impliquait techniciens pour les films et toute une équipe. Et voyons un peu, parce que Perret n'avait pas l'appui d'une institution comme Lévi-Strauss l'aura quelques années plus tard. Hein, Lévi-Strauss sera à la fondation de l'Université de São Paulo, il sera à l'Université de São Paulo, donc il y a l'État de São Paulo, il y a toute l'institution qui appuie. Donc c'est institutionnel. Perret était un poète, il ne faut pas l'oublier. Donc, sans le sou, jamais. Et sans le sou, jamais. Donc, il a essayé, et donc la lettre, il entre en contact avec l'ambassadeur de France pour demander justement l'autorisation pour pouvoir, parce qu'on n'entrait pas dans le territoire indigène parce qu'il faut, aujourd'hui encore, on ne va pas dans les territoires indigènes facilement. Il faut voyager, il faut faire des milliers de kilomètres. Donc, il fallait les autorisations des gouverneurs des États. Il a réussi à avoir certaines autorisations, des autorisations. Simplement, il fallait les moyens financiers pour un voyage et pour tout ce qui de voyage de gens, de matériel et autres. Et puis, entrer en contact avec les indigènes, c'était pas non plus autorisé, c'était pas quelque chose d'institutionnel. Remarquez, il y avait le service de protection des Indiens, Darcy Ribeiro. Il fait ça en 1955-56, mais pas en 1929. En 1929, il n'a pas les moyens. En 55-56, il est en contact avec Darcy Ribeiro, il est en contact avec Maréchal Rondon, il est en contact avec d'autres personnes, mais il voyage pratiquement tout seul aussi. Il voyage seul et il est en contact essentiellement avec Orlando Villas-Boas. Et il y a les livres sur les mythes et les légendes. Et ça, c'est en 40 qu'il... Oui, mais donc voilà. Et donc, mais de toute façon, les mythes et légendes, il y a toute une bibliographie déjà. Et c'est à partir de la bibliographie. Mais en même temps, donc le côté indigène, disons indigène, je me permets le terme de Benjamin Perret, il y a les mythes, oui, qu'il traduit, s'il traduit, oui. Les mythes brésiliens, il y a environ 16 ou 17 qu'il traduit pour la plupart, parce que certains existaient déjà en France. Publié après sa mort, non? C'est ça, en 60. Après sa mort. Mais donc, c'est en 55-56 qu'il peut accomplir une partie de ce qu'il aurait voulu faire en 1929. Voilà, c'est ça. Écoutez, merci mille fois. On va peut-être continuer donc en haut, autour d'un verre.